Santé Beaujolais-Dombes. L'émission de santé du territoire. 100.9 Calade. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais-Dombes. L'émission Santé Beaujolais-Dombes est disponible en ligne sur le site web de Radio Calade ainsi que sur la page Facebook de la radio, mais également sur le site internet de la CPTS Beaujolais-Dombes. Vous le savez également, depuis peu, vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur YouTube, sur la chaîne de la CPTS Beaujolais-Dombes. Cette émission est produite par l'habitude continuelle et perpétuelle des mêmes animateurs que d'habitude, donc on ne présentera pas. Voilà, ça c'est fait. C'est bien, on commence fort là. Ah bah, je suis dans la lignée. Allez, on est au taquet, allez, c'est parti. On a le droit de dire bonjour quand même. Allez, Marie. Bonjour à tous. Alexandra. Bonjour. Amaury. Bonjour. Ça fait déjà artificiel comme début d'émission. C'est pas grave. Et sur la partie technique, donc Amaury qui vous a dit également bonjour. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le métier d'orthoptiste. On s'est promis qu'on n'allait pas confondre les deux professions, orthoptiste et orthophoniste. Donc là, chers auditeurs, on est bien avec des orthoptistes. Alors, nous on se trompe pas, hein. C'est toi. Ok, cool. Si t'attaques comme ça, ok, j'ai compris. Donc en fait, ce métier d'orthoptiste est né après des études européennes qui sont faites, je crois, dans les années 20, comme c'était beaucoup le cas dans les métiers de la rééducation à cette époque-là. Et le métier est né par son diplôme en 1956 avec 3 années de formation. Cette profession est bien sûr un diplôme d'État de santé et c'est une profession qui évolue régulièrement, allant jusqu'à l'accès direct plus élargi en 2023, mais peut-être que l'on va y revenir dans la suite de cette émission. Dans cette émission, donc justement, nous vous proposons successivement, ça y est. Et hop, première. C'est parti. Bonjour aux orthophonistes. Donc, dans cette émission, nous vous proposons donc successivement de découvrir le métier et ses spécificités avec les autres professionnels de santé de la vision. On pense bien sûr aux ophtalmologues. Et les indications d'adressage seront le deuxième temps de cette chronique. Elles sont riches, car la profession touche tous les âges de la vie. La prise en soin, avec des explications la plus claire et simple possible pour nous éclairer sur le traitement que vous pouvez proposer, vous, mesdames. Et la prévention, comme tous les professionnels de santé, nous expliqueront qu'il est parfois plus simple de prévenir que de guérir. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Laetitia, Lucie et Roxane, mais je vais vous laisser vous présenter. À qui le tour ? Eh bien, moi, je suis Lucie Guillaume, je suis orthoptiste à Chazé d'Azergues et à Tarare. Bienvenue. Moi, c'est Roxane de Lorenzi, je suis orthoptiste sur Arnas et sur Chazé d'Azergues avec Lucie. Et moi, je suis Laetitia Cufaro, orthoptiste à Belleville en Beaujolais. Et je suis avec Alexandra. On se connaît. Voilà. C'est pas trop dur, non ? C'est pas. Alors fais attention, tu es juste entre nous deux. Et on a le bras long. Bon, ok. On va commencer tout de suite dans le cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre profession et comment peut-on qualifier le métier d'orthophoniste ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est Allez, hop, orthoptiste. Orthoptiste. Alors, le métier d'orthophoniste n'est pas ma spécialité. Je vais parler du métier d'orthoptiste. C'est une profession paramédicale qui s'occupe de la vision. On a 2 yeux. Et du coup, notre boulot, c'est de réussir à faire fonctionner ces 2 yeux ensemble. On s'occupe du dépistage, de la rééducation et de la réadaptation de la vision. Ok. J'espère que c'est assez clair. Oh, oui, très clair, oui. On n'a pas rien à dire. Chers auditeurs, bonsoir. Il y a 3 métiers au niveau de la vision. Ouais. L'orthoptiste, on va se donner en premier, l'ophtalmologiste et l'opticien. Ouais. Ce qu'on appelle chez nous les 3 os. Et je vais laisser à Roxane vous expliquer la différence entre l'orthoptiste, l'opticien et l'ophtalmologiste. Et c'est parti.
Alors, du coup, l'ophtalmo, c'est vraiment le médecin. Donc, c'est le médecin spécialiste. Lui, il va faire plus de 10 ans d'études. C'est vraiment celui qui traite les maladies. Le glaucome, la DMLA, c'est celle qu'on connaît un peu plus. Mais c'est aussi un chirurgien. Donc, tout ce qui est cataracte, tout ce qui est chirurgie réfractive également. L'opticien, lui, c'est plutôt un métier dans le commerce. Il va vous fabriquer les lunettes, il vous vend les lunettes. Et puis, il va vous adapter aussi un peu les lunettes et les lentilles de contact. Nous, à l'inverse, comme Lucie a dit, on est paramédical. Donc c'est 3 ans d'études et nous vraiment on fait plutôt de la rééducation, du bilan et du dépistage. Quelles études vous avez fait pour faire justement orthoptiste? On n'a rien dit. Nos écoles ou... Oui, enfin comment ça se passe? Il faut le bac et puis... Alors, nous, à notre époque, c'était un concours d'entrée où on avait un écrit et un oral et on postulait dans l'école qu'on voulait avoir. Il y en a 16 en France. Et actuellement, ça a changé. Il faut passer par Parcoursup. Il faut poser un dossier. Après, on est sélectionné dans une école. Et l'école dans laquelle on est reçu, on passe un entretien oral. Et si l'entretien est validé, on est reçu dans l'école. Et après, on fait les 3 années de formation, donc qui sont intégrées dans une faculté de médecine. Et à la fin, on obtient un certificat de capacité d'orthopsie. Et après, on peut exercer. Comme pour l'école d'infirmière, il faut forcément un bac pour pouvoir postuler à l'école de Oui, d'orthoptiste, c'est ça, c'est après le bac. Bon, après une reconversion professionnelle, mais effectivement, le bac, c'est la porte d'entrée. Et du coup, vos études, après, vous permettent d'accéder à quel type d'exercice? Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'orthoptiste, en gros? Alors, on peut travailler directement en libéral, contrairement aux infirmières, je crois, qui ont besoin de quelques années. Nous, on peut travailler directement en libéral, en hôpital ou en salariat. Donc, il y a un peu de tout. Je crois que la plupart, c'est global. Non, ça doit être moite-moite maintenant entre le libéral et le salariat. Les hospitaliers ne sont pas très nombreux, parce que ça reste des services qui sont assez petits, les services d'ophtalmologie, où il y a peu d'orthoptistes. Et je dirais qu'en libéral et en salariat, c'est quand même 2 métiers qui sont assez différents. Le salariat, c'est de la préconsultation d'ophtalmologie. Donc on est là avant que le patient voie le médecin pour préparer la consultation, prendre les premières mesures et faire certains examens complémentaires pour étudier la vision fonctionnelle. Donc, par exemple, dans les glaucomes, les champs visuels, les choses comme ça. Donc, par exemple, quand on va aller chez l'ophtalmo, on n'y voit pas très bien, on va d'abord voir l'orthoptiste qui va faire toutes les mesures pour dire... Il va faire toutes les premières mesures, D'accord. Parfois prendre une photo du fond de l'œil, prendre la tension oculaire, prendre la mesure de la réfraction et faire l'acuité visuelle, qui seront toutes les bases pour que le médecin derrière puisse poser son diagnostic. Il a d'autres examens à faire, bien évidemment, mais c'est ce qui va débuter la consultation. D'accord. Pour le milieu hospitalier, c'est quand même globalement plus varié. Hein. Et ça va de tout à tout. Enfin, il y a tous les examens à faire, il y a tous les services, toutes les pathologies à prendre en charge. Et c'est souvent des pathologies un peu plus lourdes, j'imagine. Un peu plus lourdes, oui. Que ce qu'on verra en libéral ou qui restera des pathologies plus simples. Et donc en libéral, justement, ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous faites comme examen? Quel genre de... Déjà comme type de pathologie? Oui. J'imagine qu'il y a de la neuro. Il y a de la neuro, c'est pas le plus gros. D'accord. Il y en a un petit peu de neuro, mais la plupart de nos prises en charge sont des prises en charge simples de la vision binoculaire. Qu'est-ce que vous appelez de la neuro? Ah, on commence là-dessus. Non, oui, parce que il est gentil, hein, mais les auditeurs savent pas forcément. On va parler des prises en charge de suite d'AVC, de patients parkinsoniens, de paralysie faciale. Paralysie oculomotrice, ça c'est pas de la neuro, mais c'est pour le coup c'est le cœur de notre métier, c'est la vision double, donc la paralysie en partie. Et après ça c'est très très varié, mais c'est pour donner un peu une idée de. On va avoir le plus en cabinet. Et au niveau traumatologie, ça existe aussi. Alors traumatologie, on explique aussi ce que c'est. Des diplopies, on en voit. La base de la vision double, c'est notre métier. Et donc ils vont pas venir direct à notre cabinet. La personne qui a un accident, il n'arrive pas en disant chez l'orthoptiste, je vois double. Ça viendra par la suite. Donc lui, il va être pris en charge à l'hôpital, qui va nous demander après de le prendre en charge derrière pour traiter tout ça. Et donc la grosse majorité des patients que vous voyez alors, si c'est pas de la neuro, qu'est-ce que c'est? Il y a des troubles oculomoteurs, du coup des patients, on a des adultes et des enfants.
Donc souvent, c'est des patients qui se plaignent d'avoir mal à la tête, d'avoir une vision floue malgré le port de lunettes, des visions doubles, des fatigues visuelles. Donc voilà, ça c'est plutôt ce qui rentre dans les troubles oculomoteurs. Après, en catégorie d'âge, peut-être. C'est intéressant. Voilà, on ne fait pas les mêmes choses que ce soit des enfants ou des adultes. Les enfants, on est plutôt sur une approche de dépistage dans un premier temps. Il y a 3 gros dépistages qui sont assez importants en systématique. On a le bébé vision. En général, c'est des bébés qui ont entre 9 et 12 mois, à peu près. Donc le but, c'est de vérifier que tout se développe bien, qu'ils aient la vision qui évolue bien pour les aider dans leur développement général, qu'on ne passe pas à côté d'un strabisme, pas d'amblyopie. Voilà. Ensuite, il y a donc le bilan des 3 ans où en fait l'enfant va continuer à grandir, sa vision va continuer à évoluer. Donc c'est être sûr qu'il est pareil, il a la vision qu'il faut, qu'on n'ait toujours pas d'amblyopie, donc différence de vision entre les 2 yeux. Pareil, il va attaquer l'école, donc qu'il ait tout ce qu'il faut pour ses apprentissages scolaires. Et après, le bilan des 5-6 ans, en général, c'est avant l'entrée au CP, vu qu'après, il va attaquer les gros apprentissages de lecture, d'écriture. Voilà, l'histoire qu'il ait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de trouble d'apprentissage. Est-ce que je me trompe? À vous entendre, on dirait finalement que le métier d'orthoptiste se rapproche un peu du métier d'orthophoniste, dans le sens Oui, tout à fait. où vous vous occupez beaucoup des jeunes? Oui, tout à fait. C'est ça? Après, on est complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre, j'aimerais dire. Oui, c'est ça, parce que vous travaillez aussi ensemble, j'imagine, Oui, c'est finalement aussi. Oui. D'accord. Donc ça, voilà, c'est pour plutôt du dépistage pour les enfants. Après, il faut... plus tard, on surveille aussi les troubles d'apprentissage quand ils sont scolarisés. Des enfants qui ont des difficultés en lecture, en écriture. C'est des choses qu'on peut aussi traiter justement en parallèle de l'orthophoniste, de la psychomotricité, de l'ergothérapie, de la graphothérapie, et en collaboration aussi avec les neuropsychologues. Une question peut-être très bête, mais pas si bête que ça, j'en sais rien, mais est-ce que votre profession s'intéresse aussi à des gens qui sont profondément atteints par la vision, des gros amblyopes, est-ce que c'est aussi vos patients? Pas beaucoup en libéral. Moi, on n'est pas beaucoup en tout cas. Bon, on peut en avoir. Après, nous, la prise en charge, elle va se faire. Je pense que tout le monde a déjà vu l'enfant qui porte le cage dans la rue. Ça, c'est vraiment nos prises en charge. Nous, en fait, un enfant amblyopes, c'est quand on trouve une grosse différence de vision entre les 2 yeux. Soit c'est parce qu'il y a eu un strabisme, soit c'est qu'il a une grosse différence de correction entre les 2 yeux. À ce moment-là, le port des lunettes, ça règle pas tout. Donc là, d'où l'intérêt de faire des dépistages très tôt, parce que l'amblyopie, ça se traite avant les 6 ans, c'est très important. Donc quand on dépiste et qu'il y a une grosse différence, on est obligé de mettre en place l'occlusion, le cache, sur l'œil qui en gros sera l'œil le plus fort pour faire travailler l'œil plus feignant. Et à ce moment-là, on intervient, on va suivre l'enfant pendant plusieurs mois, plusieurs années, pour être sûr que les 2 yeux s'équilibrent très bien. Qu'est-ce que vous appelez une grosse différence de vision? Et la plupart du temps, il y a un œil qui va être plus ou moins une correction proche de 0, en gros qui sera très faible, tandis que l'autre va avoir une correction très très importante, soit en myopie, soit en hypermétropie, soit en astigmatisme. Et tout ça, en fait, le cerveau, il va se dire, je vais choisir la facilité, je vais regarder qu'avec mon œil qui est le plus fort, et qui n'a pas de correction, et la vision de l'autre œil, elle est carrément oubliée dans le cerveau. Et du coup, il faut lui apprendre à retravailler avec cet œil également. Parce que finalement, vous avez quand même beaucoup de vos pathologies qui sont très, très sournoises. Ah tout à fait, mais d'où l'intérêt du coup du dépistage systématique. Parce qu'en fait, on a beaucoup de parents qui arrivent chez nous en nous disant « c'est sûr que mon enfant, il a rien du tout ». Et malheureusement, on a beaucoup de surprises assez fréquemment. Oui, parce qu'il compense, le cerveau compense. Tout à fait. Et puis ils sont jamais vus différemment en fait. Donc, c'est ça. Un enfant qui voit pas bien, il sait pas qu'il voit pas bien. Comme un adulte, je Mais crois. comme un adulte, oui. Après... Le dépistage de 9 mois et de 3 ans, il est très important parce que l'enfant ne va pas verbaliser quoi que ce soit. Et j'ai envie de dire, même à 6 ans, ils commencent à regarder le tableau quand ils sont en CP, mais en fait, ils ne se rendent pas bien compte parce qu'ils n'ont jamais vu autrement, qu'ils ne se sont jamais rendus compte que ça pouvait se faire autrement. Et ils ne vont pas se plaindre particulièrement. Alors, on va avoir des enfants qui vont commencer à plisser les yeux petit à petit, mais ce n'est pas forcément le tout. Celui qui plisse les yeux, il est myope. Celui qui est très hypermétrope, il va réussir à compenser, à forcer sur ses yeux.
Et on ne s'en rendra pas plus compte que ça, si ce n'est qu'il aura certaines difficultés d'apprentissage. Donc je pense qu'il est important de bien écouter aussi les adultes qui entourent les enfants, parce qu'eux aussi, ils ont leur regard et aussi ils peuvent avoir des doutes. Et au moindre doute, je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter, prendre un avis. La prise de rendez-vous est longue dans votre profession? Alors, du coup, beaucoup pensent que les délais chez l'ophtalmo ou chez l'orthoptiste sont très longs, mais depuis qu'on a beaucoup délégué les dépistages chez l'orthoptiste, les délais, ils ont considérablement diminué. Donc, je dirais que sur nos professions, en 2 semaines, vous avez un rendez-vous. Et encore, dans les régions les plus tendues, je dirais que ça peut monter à 1 ou 2 mois, mais c'est vraiment le maximum. Nous, on est une région où on est bien doté en orthoptiste, donc on peut avoir un rendez-vous assez rapide pour être rassuré, quoi. Sentez vos gelées d'ombre. Sentez vos gelées d'ombre. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter Seeing Stars de Turnstile. Nous venons d'apprendre qui vous étiez, vous les orthoptistes, et nous allons maintenant nous focaliser sur les indications d'adressage. Entendez quand et comment aller consulter. Alors, on va s'intéresser à l'enfant pour commencer. Chez l'enfant, quand doit-on consulter? Donc on va consulter en première intention, déjà comme on a dit, en dépistage systématique. Donc au bébé vision, entre 9 et 12 mois, vers 3 ans. Ça, c'est si donc, tout va bien. Voilà, exactement. Les parents peuvent venir directement voir ou ils doivent d'abord passer par le pédiatre ou le médecin pour avoir une ordonnance? En général... Donc, en gros, nous, en orthopsie, on est une profession qui ne travaille que sur l'ordonnance, sauf que ça a changé dernièrement. Alors, pour l'ordonnance, déjà, c'est le médecin traitant qui fait l'ordonnance, c'est le pédiatre, c'est l'ORL, le neurologue. Toutes ces professions, elles peuvent envoyer chez l'orthoptiste. Mais depuis 2023, du coup, on a l'accès direct pour certaines choses, et notamment le dépistage. Donc, on a le dépistage, le baby vision, comme on disait, aux 3 ans et aux 5-6 ans. Et tout ça, n'importe qui peut venir nous voir sans ordonnance pour au moins avoir un avis et faire un dépistage. Ce dépistage est pris en charge, donc? Alors oui, il faut savoir que nous, en tant qu'orthoptiste, on est une profession conventionnée. Donc de toute façon, notre prise en charge, elle est faite à 60% par la sécurité sociale et 40% par la mutuelle. Toutes les mutuelles, oui. Ok. Donc du coup, ça, c'est le côté systématique. Après, une fois que le dépistage est fait, il faut qu'il y ait un symptôme pour venir nous voir. On ne vient pas voir l'orthoptiste si tout va bien. Ça n'a pas grand intérêt. Va venir l'enfant ou l'adulte qui va se plaindre d'avoir mal aux yeux, mal à la tête, fatigue visuelle, l'impression de loucher des fois, l'impression de ne pas voir bien comme il faut, de fatiguer en fin de journée. Donc ça, c'est le gros de notre patientèle. Et sur certaines pathologies un petit peu différentes, où pour le coup, il va être adressé pour des patients qui ont des basses visions, qui ne voient pas bien, qu'on va aider à réadapter au niveau de leur vision. ces fameux amblyopes, entre autres? Les amblyopes, c'est différent. C'est différent, d'accord. Les basses visions, on parlera plutôt de la DMLA. D'accord. Donc la personne âgée qui ne voit pas bien, Ouais. qui a une dégénérescence maculaire et qui ne voit plus très bien. Et du coup, on ne peut pas lui améliorer sa vision, mais on peut l'aider à s'organiser mieux avec ses yeux pour voir, à trouver d'autres moyens pour voir plus activement. Suppléer. Exactement. Je me noie un petit peu dans ce que je dis. Un enfant qui lit lentement, par exemple. Un enfant qui Ça lit peut être une lentement. indication. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est trouble d'apprentissage. Tous nos petits... Alors moi, je parle à l'ancienne encore, tous nos petits troubles 10 et tous les petits troubles d'apprentissage qui sont suivis chez l'orthophoniste, chez l'ergo, chez la psychomote. Et souvent, les yeux fonctionnent pas très très bien, ne travaillent pas très bien ensemble. Donc tout cela, vaut mieux les voir déjà en bilan pour voir si toutes les bases sont bonnes, parce qu'un enfant qui lit pas bien, s'il voit pas bien et si ses yeux travaillent pas bien, il pourra pas lire bien comme il faut. Et là, par contre, ce sera avec une ordonnance Ça sera avec une médecin. ordonnance. Là, pour le coup, c'est des bilans spécialisés qui sont sur ordonnance. Les seuls bilans qu'on peut faire sans ordonnance, c'est le dépistage bébé 3 ans, 6 ans. Mais pas de dépistage adulte, par exemple? Non, il n'y a pas de dépistage adulte. D'accord. Finalement, l'orthopsie devrait venir presque en première intention de tout ce qui est diagnostic. De tout, d'accord. Mais de tout ce qui est, entre guillemets, diagnostic de troubles 10, pour parler à l'ancienne également, il faudrait aller voir l'orthoptiste pour écarter tous les troubles visuels au préalable, quoi. C'est ça, d'autant plus que du coup, comme on disait, on a peu de délais. Donc c'est vrai que quand on connaît les délais pour aller chez l'orthophoniste, au moins ça permet de dégrossir et d'avoir déjà
une petite partie de réponse, quoi. Toujours dans les métiers de la rééducation, la question que l'on se pose, c'est l'auto-rééducation. Ça existe chez vous, les kinés sont très forts pour ça. Donc, est-ce que chez vous, ça existe? Il parle de ce qu'il connaît. Levez une La paupière, rééducation levez l'autre de paupière. soi envers soi-même. Je pense que ça existe, mais je pense qu'on a aussi tendance à beaucoup aller voir les collègues. Je pense que c'est important. Est-ce que c'est suffisamment utile? Non, je pense pas. Voilà, c'est ça. Nous, on donne des exercices que le patient peut faire à la maison, mais une fois qu'on lui a appris à faire comme il faut en cabinet, et ça sera pas tout. Ça fera pas tout. Il va falloir faire travailler plus activement. Ça veut dire que la rééducation chez l'orthoptiste va pas suffire et qu'il faudra faire des exercices à la maison, ou c'est pas forcément... Justement, la majorité du temps, nos séances, elles sont suffisantes. Et si elles sont pas suffisantes, là, il faut qu'on voit d'où la plainte vient. En fait, il faut arriver à référer aussi et connaître ses limites. Mais il faut savoir que notre prise en charge de base, elles sont assez courtes. Souvent, une rééducation, c'est une douzaine de séances. Sur les prises en charge longues, on est sur une 20aine. Il faut savoir que c'est quand même rééduqué assez rapidement. C'est vous qui jugez du nombre de séances qui vont être... C'est ça, il y a des moyennes. Après, nous, on voit on a des normes à atteindre. Quand on voit que les patients progressent bien, on sait qu'on a atteint nos objectifs, donc on s'arrête, on n'a pas un nombre de séances à respecter. Après, c'est vrai que la régularité du suivi du patient n'est pas la même en fonction des prises en charge qu'on a. Par exemple, il y a des différences quand on suit une amblyopie. On n'a pas besoin de forcément, pas dans tous les cas, de les voir chaque semaine, voire 2 fois par semaine. Alors qu'il y a des rééducations plus lourdes ou plus importantes, où là, il faut vraiment une grosse régularité chaque semaine, voire parfois 2 fois par semaine, en fonction de l'importance des troubles et de la gêne. J'imagine que c'est des prises en soins qui sont quand même, pour le patient, ça demande une certaine concentration. Ça doit être assez fatigant, non? Comment ça se passe? Alors, c'est des petites séances. Une séance d'orthopsie, c'est 15-20 minutes. Globalement. Ouais. Et non, ça fait pas mal. Oui, ça fatigue les premières séances. Parce que finalement, on fait travailler des choses qu'on n'a pas trop envie de travailler. Donc les premières séances, elles peuvent donner un peu mal à la tête en fin de journée. Mais non, il n'y a pas vraiment de douleur, il n'y a pas de fatigabilité extrême. Disons que la personne qui vient entre midi et 2 peut retourner travailler l'après-midi sans souci. Après, les résultats se font sentir assez rapidement. Moi, je dis souvent à mes patients qu'au bout de 3-4 séances, déjà, ça commence à savoir ce qu'ils font et à ressentir les effets assez efficacement. Après, j'aimerais dire, c'est comme après une reprise sportive. On peut ressentir des choses après la séance, mais c'est plutôt positif. C'est que ça travaille et vu qu'on travaille les muscles, c'est plutôt normal. Oui, en fait, vous agissez sur les muscles qui font... bouger les yeux, c'est ça? Ouais, on est à peu près le kiné des yeux, mais pas complètement. On travaille pas vraiment les muscles. Hein. C'est plus qu'une rééducation, moi j'aime bien dire que c'est une réadaptation cérébrale. Parce qu'on fait pas travailler les muscles de l'œil, on fait pas des petits mouvements qui vont bien, qui font travailler le muscle, mais on réapprend à refaire les mouvements comme il faut. Donc finalement, c'est la répétition qui fait le tout. Un patient qui va venir une fois toutes les 3 semaines en rééducation oculomotrice, ça va pas être très efficace. Quelqu'un qui va venir toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, là, on va avancer plus efficacement parce que on répète le mouvement et on l'ancre petit à petit. Et une fois que les patients seront venus faire la rééducation, est-ce que c'est bon, c'est réglé, c'est fini? On est tranquille ou... Souvent, c'est quand même rééduqué pour un bout de temps, mais c'est vrai que nous, on revoit des patients parce qu'en fait, les besoins visuels, ils sont quand même importants. Je vais penser à des patients qui sont sur écran toute la journée. De toute façon, ils stimulent beaucoup leur vision de près, donc oui, ils gardent quand même leurs réflexes, donc parfois on y revient, mais quand même très souvent on garde des très bons réflexes et quand on revoit nos patients d'ailleurs, ils ont bien gardé leurs acquis, donc on a juste à restimuler et ça va mieux très rapidement. Vous avez parlé des écrans. Vous pouvez nous en dire un peu plus parce que c'est intéressant, je crois, pour nos auditeurs d'avoir votre retour sur et pour les ados des auditeurs. Alors, qui vont pas nous écouter donc, pour le coup. C'est pas grave, on parle à leurs parents. Les écrans, c'est sûr qu'il faut limiter. Après, en effet, on est entouré de tout ça au boulot. Maintenant, le télétravail, ça devient vraiment la base. Donc, on recommande beaucoup aux patients, surtout, d'arriver à faire des pauses. On sait que ce qui pose problème, c'est d'être en vision de près de manière prolongée. Et en fait, il faut arriver à faire des pauses. La recommandation, c'est d'arriver à faire une pause visuelle toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, en regardant le plus loin possible.
On sait bien que c'est très compliqué à faire pour quelqu'un qui est en télétravail toute la journée, mais ça permet vraiment de faire relâcher les yeux et d'avoir beaucoup moins de fatigue au quotidien, en plus de nos séances, bien sûr. Moi, je voulais parler d'un point qu'on néglige un peu. Alors, ça n'a rien à voir avec les écrans, mais le travail de proximité, par exemple, pour aussi les enfants qui sont très, très grands lecteurs. C'est une très, très bonne activité, il ne faut pas arrêter. Mais par contre, c'est pareil, au bout d'un moment, il faut leur dire de fermer leur livre et d'aller courir, d'aller jouer dehors et après d'y revenir plus tard. Parce que ça aussi, c'est un souci d'être tout le temps en effort de proximité, sans parler forcément des écrans. Oui, en fait, il faut faire la mise au point loin pour que ça fasse du bien, quoi. Et on sait d'ailleurs que la myopie, elle apparaît de plus en plus tôt parce qu'on a beaucoup d'enfants qui stimulent beaucoup la vision de près. Donc pour tous nos petits patients myopes, on leur dit vraiment d'arriver à se reculer des textes qu'ils lisent et de passer un peu plus de temps dehors sans arrêter la lecture, bien sûr. La vision de loin, c'est quoi en termes de centimètres pour l'œil ? Nous, on a nos règles, c'est au-delà de 5 mètres. C'est vraiment comme ça que c'est calculé, d'où toutes les salles en orthoptie, en ophtalmo. Il y a toujours une distance qui est vraiment calculée. Donc oui, ça c'est la vision de loin. J'allais m'arrêter, moi, aux 50 cm encore. Donc il faut vraiment regarder dehors, quoi. C'est pas on regarde dans la pièce. On a vraiment 3 distances différentes. C'est vraiment la vision de loin, la vision intermédiaire qui va vraiment correspondre à 70 cm sur écran et la vision de près pour la lecture, toutes les choses qui sont vraiment... Le portable, souvent on est à 40 cm. C'est vraiment sur ces 3 distances qu'on va travailler. D'accord. Donc il faut regarder par la fenêtre, quoi. Et donc non, la vision de près, c'est le bout de bras, c'est 33 cm. C'est pas je tends le bras parce que je vois plus rien de près, c'est 33 cm. C'est ça. Ça s'adressait à qui, ça? C'était gratuit. Marie, tu retiens ce qu'on vient de te dire? Bon, on a quasiment tous des lunettes. Au niveau de l'autorééducation, si on en revient, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? Ah oui, moi je dirais que souvent les patients, ce qu'ils cherchent, c'est pas forcément l'autorééducation, c'est aussi beaucoup l'entretien. Ça les rassure beaucoup et moi je trouve que dès les premières séances, ils demandent tout de suite s'ils n'ont pas des exercices à faire à la maison pour déjà booster un peu le travail et puis ils ont vite envie de progresser, ils voient aussi vite les résultats, puis après ils sont contents aussi, pas pour tout le monde, hein, certains oublient bien sûr, mais de faire les exercices et de voir qu'ils sont capables de le faire. Et souvent aussi ça se termine aussi, je trouve, pas mal en rééducation familiale où après on fait les exercices en famille. Ah, moi je l'ai vu, toi t'as pas vu, et c'est plutôt rigolo et sympa. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais-Dombes. Vous êtes toujours sur Radio Calade, en notre compagnie, Santé Beaujolais-Dombes, et vous venez d'écouter Ocean Eyes de Billie Eilish. Merci. Si vous avez manqué le début de l'émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur le site internet de Radio Calade, sur le site internet de la CPTS Beaujolais-Dombes et également disponible sur la chaîne YouTube de la CPTS Beaujolais-Dombes. On va parler plus prise en soin sur cette nouvelle chronique et on va commencer tout de suite par la question: comment se réalise en pratique un bilan initial chez vous, mesdames les orthoptistes? Alors, un bilan initial, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant, il va commencer par une prise d'acuité visuelle. Déjà, dans un premier temps, c'est voir si le patient voit bien et voir ce qui peut expliquer qu'il voit bien ou qu'il voit pas bien. Donc, on va prendre des mesures de sa réfraction aussi pour voir à peu près ce que ça donne et l'envoyer au besoin chez l'ophtalmo si on voit qu'il y a quelque chose. Comment vous allez faire ça? Pardon. Alors, peut-être, la réfraction en 2 mots, c'est quoi parce que... c'est la mesure de la puissance de l'œil. Donc D'accord. savoir s'il y a de la myopie, de l'hypermétropie ou de l'astigmatisme. Et ça, vous le faites comment? Ça n'apparaît? Pour la réfraction, c'est un réfracteur, c'est une machine. Et après, une prise d'acuité visuelle, je pense que vous en avez tous déjà vécu. Alors, des lettres pour les adultes, des dessins ou des symboles pour les enfants. Ou pour les non-verbaux. Ah c'est marrant parce qu'on m'a fait des symboles, moi, la dernière fois. Ouais, c'était ça. C'est ça le truc. On comprend mieux. Ça vient de là. Donc ça va être la base. Et après, on va avoir le bilan qu'on appelle, nous, optomoteur. Donc c'est savoir comment travaillent les muscles oculomoteurs. Parce qu'on a plusieurs muscles autour de chaque œil qui sont censés bien travailler tous ensemble pour faire en sorte que nos yeux soient bien alignés. Donc là, on va regarder déjà dans un premier temps si les yeux sont bien alignés, s'il y a un strabisme ou pas. Puis, comment ils travaillent ensemble, s'ils arrivent à avoir une bonne motricité, s'ils travaillent ensemble sur des mouvements de
de loin près comme il faut, ce qu'on appelle nous l'évergence, savoir converger, diverger, loucher ou Si on arrive à loucher, quoi. Exactement. Et sur des mouvements qui sont plutôt des mouvements parallèles. Donc les mouvements de poursuite visuelle, de saccade, passer d'un point à un autre, qui pourront poser souci, par exemple, chez des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, de lecture et autres, ou de repérage dans l'espace. Ça, c'est le bilan de base. Tous les patients qui viennent nous voir pour un bilan initial vont faire ça. Après, il y a des bilans qui sont un petit peu différents, un peu plus poussifs en fonction de la plainte. Qu'est-ce qu'il y a comme autre genre de bilan, par exemple ? Après, on va faire notamment les bilans neurovisuels pour les enfants, donc dans le cadre des troubles des apprentissages. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la motricité oculaire conjuguée. Ça, c'est vraiment les mouvements, comme elle disait, donc de poursuite de saccade. Donc on sait que quand on va remonter la ligne pour lire, il faut qu'on ait une bonne poursuite et il faut qu'on ait une bonne saccade quand on vient revenir à la ligne, pour pas sauter des lignes, pour lire de manière fluide. Donc toutes ces choses, on va les regarder bien plus précisément dans notre bilan neurovisuel. Donc le balayage visuel, après il y aura toujours des épreuves de discrimination visuelle qui nous permettent de voir s'il n'y a pas des problématiques pour reconnaître les lettres correctement, visuellement. Et après, en fonction de chaque plainte, nous on va vraiment diriger notre bilan. Donc chaque bilan est différent en réalité. Donc, par exemple, pour le bilan neurovisuel, vous allez faire lire pour voir s'il n'y a pas de ligne de sauter ou plein de lettres et puis il faudra retrouver la discrimination. C'était ça, c'est retrouver une lettre au milieu de toutes, Exactement. Les bonnes lettres et pas C'est se ça. tromper. Donc ça, vraiment, ça nous permet de tester toutes ces petites choses-là. Mais on a aussi des tests très spécifiques qui nous permettent de coter ça et de se rendre compte si oui ou non il y a une problématique. Et on a des tests qui vont être plutôt sur de la lecture de chiffres, qui vont être moins difficiles pour les enfants qui ont du mal à se mettre dans la lecture. Et du coup, ça nous permet vraiment de voir s'il y a une problématique au niveau des yeux ou si c'est plutôt de la lenteur pour la lecture. Oui, vous pouvez dissocier finalement. On y revient à l'orthophoniste. Exactement. Si c'est plus orthophonique ou si c'est plus visuel, quoi. C'est exactement ça. Nous, on veut vraiment faire le distinguo entre les deux, bien que plein de fois, ça se mélange. Hein. Donc, il y a des prises en charge qui doivent être multiples pour beaucoup d'enfants. Une fois que vous avez réalisé donc les bilans, donc vous avez tout plein de chiffres, ce que vous disiez, hein, tout est chiffré, et donc après ça se passe comment finalement une prise en soin en orthopsie ? On entame les séances de rééducation et on suit l'évolution de la progression du patient. Comme c'est vrai que tout est chiffré, c'est très parlant au niveau de l'évolution pour le patient et pour le professionnel, parce qu'on peut vraiment voir, et c'est très reproductible d'un orthoptiste à un autre, vraiment voir l'évolution. Le patient, ça l'encourage vraiment à voir aussi ses progrès. Et au bout d'un moment, on arrive à un bon score, on va dire ça comme ça, à un bon résultat. Et après, on est en parallèle aussi avec l'évolution des symptômes du patient. Et on voit s'il y a encore des plaintes ou si on a réglé des problématiques. Ça veut dire qu'à chaque séance, vous reprenez les mesures ? En fait, nous, nos exercices, notamment pour travailler la convergence, en gros, on a une barre de prisme. Donc, ça va forcer le patient à mettre ses yeux en convergence et à maîtriser de mieux en mieux sa convergence. Et en fait, la convergence, elle est très progressive et on augmente petit à petit de valeur. Donc, en fait, nous, on voit, dès qu'il n'arrive plus à faire cet exercice, on a une valeur et du coup, on la note. Donc, de séance en séance, on arrive à voir qu'il progresse. Il progresse dans les valeurs. Souvent, le patient, du coup, il s'en rend bien compte. Et c'est satisfaisant pour le patient et pour nous aussi. Vous le faites loucher de plus en plus, en fait, c'est ça ? C'est à peu près ça. Mais oui, alors du coup, c'est ce que je dis aux patients la plupart du temps. En fait, loucher, oui, mais il faut le faire de manière dosée, de manière confortable. Donc en fait, c'est pour ça que l'auto-rééducation n'est pas toujours évidente, parce qu'en fait, un patient, il peut parfois loucher trop fort ou pas assez fort chez lui. Nous, on a vraiment, c'est notre moyen de contrôle, hein, on est habitué, donc on sait quand il le fait trop, qu'il faut l'habituer à relâcher. On est là vraiment pour... on a le regard orthoptique, quoi, derrière. Juste une petite chose. On est d'accord que les enfants vont pas rester coincés parce qu'ils louchent et qu'il y a un courant d'air ou un truc comme ça. Souffle ou voilà. Machin. Non, c'est bon. Sur le plan rééducation, est-ce qu'on peut dire que c'est ludique ? Est-ce que ça peut être ludique de faire une rééducation d'orthoptiste ? Oui, ça peut être ludique. Il y a le côté un peu rébarbatif de la barre de prisme, comme elle a parlé Roxane tout à l'heure. Mais on a des nouveaux matériels qui sont un petit peu plus sympas, qui font que ça change un petit peu et qu'on ne fait pas toujours loucher bêtement en regardant la même image. Et après, sur la partie rééducation neurovisuelle, comme on l'appelle nous, chez les enfants qui ont des troubles d'apprentissage,
On a plein de choses, on a plein de jeux, on a adapté pas mal de choses. Oui, on a nos tests de base, mais après on fait travailler certains jeux, enfin on fait jouer globalement beaucoup pour faire travailler certaines choses. Donc on détourne l'attention de l'enfant sur autre chose. On va pas faire lire l'enfant qui galère en lecture du tout. On va le faire travailler autrement, assis, debout dans le cabinet, face à un écran des fois de temps en temps, face à une page de cahier, face à un jeu de société qu'il connaît mais dont on change les règles pour faire travailler les yeux. D'accord. Si on change un peu de secteur d'âge, si on revient aux adultes, au niveau suite d'accidents vasculaires cérébrales et autres, comment ça se passe ? Alors oui, il y a très souvent, en fait, on parle de toutes les prises en charge kiné, orthophonistes suite aux AVC, mais au niveau orthopsie, il y a beaucoup de choses à faire parce que souvent, c'est des patients soit qui se mettent à voir double. Donc nous, alors on ne va pas vraiment parler de rééducation, mais on adapte parce qu'on peut mettre en place des prismes qui leur permettent de ne plus voir double quasiment immédiatement. Donc ça permet vraiment de changer la vie de ces gens-là. Les prismes, c'est des choses qui se mettent sur les lunettes. Exactement. Donc ça s'appelle des press-on. Donc c'est des prismes qui sont autocollants et en fait qui sont changeables autant de fois qu'on le veut. Donc c'est très facile et nous, ça nous permet de suivre aussi la régression de l'AVC et de changer la valeur en fonction de la vision double. Si elle régresse, on diminue nos valeurs. Donc ça, c'est la première chose. Mais après, il y a des patients aussi qui ont des problématiques de champ visuel. En fait, quand il y a eu un AVC, parfois, il y a des hémianopsies. Donc, c'est-à-dire que la moitié du champ visuel, il est impacté. On appelle des mi-négligences, en fait. Ou alors des mi-négligences. Mais ça, c'est encore autre chose parce que c'est le patient qui a oublié de se servir de cette partie, que l'hémianopsie, pour le coup, elle est complètement... Oui. Ça veut dire qu'il y a toute une partie, par exemple tout le côté droit qui n'existe pas. Et alors c'est les hémianopsies, mais il y a aussi les quadranopsies. C'est seulement un quart du champ visuel qui est touché. Et ça c'est parce que l'œil ne voit pas ou parce qu'il est... Enfin, comment dire ? Non, alors du coup, bien évidemment, ça dépend où se situe l'AVC, où est-ce qu'il y a eu vraiment l'accident. Mais la plupart du temps, c'est les voies visuelles en fait qui sont touchées. Et du coup, c'est vraiment neurologique. Après, ces gens-là, on ne va pas leur faire récupérer le champ visuel, bien sûr, mais par contre, on va leur apprendre à utiliser leur vision différemment, leur faire vraiment utiliser leur champ visuel qui reste de la manière la plus efficiente possible. Et vous arrivez à avoir des résultats, même avec des héminégligences pour le coup ? Alors oui, mais c'est vrai que c'est des prises en charge qui sont plutôt longues. Quand on parlait tout à l'heure de prise en charge courte, là on n'y est pas du tout. Et de toute façon, c'est jamais une prise en charge qui se fait tout seul. Il faut vraiment qu'on soit avec tous les professionnels de santé, sinon on ne pourra pas avancer, c'est certain. Oui, ça va plus se faire en centre de rééducation. Pas forcément. On a des patients. Après, tout dépend souvent des accompagnants. Si les accompagnants sont prêts à amener le patient à la séance d'orthophonie en libéral, la séance d'orthopsie en libéral, on y arrive, mais c'est beaucoup plus contraignant. C'est vrai qu'en centre, c'est plus facile, mais il y a peu d'orthoptistes dans les centres spécialisés aussi. Donc, ils sont parfois obligés de venir en libéral. Est-ce que vous faites, du coup, par exemple, pour ces personnes-là, est-ce que vous faites du domicile ? Alors, on peut, mais en fait, on a tellement une grosse demande en cabinet que c'est rare qu'on se déplace. Et de toute façon, donc, vu on travaille seulement sur ordonnance, il faudrait déjà le médecin fasse une demande dans ce sens-là. Et c'est vrai que le médecin, déjà, oublie un peu l'orthoptiste. Alors, ça va, je pense, y venir, mais à terme, je pense qu'on se déplacera à domicile, oui. C'est pris en charge, de toute façon. Il y a un forfait. Oui. Et notamment, dans ce genre de cas qui sont des affections exonérantes, c'est pris en charge en totalité par la sécurité sociale. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais-Dombes. Vous êtes sur Radio Calade, Santé Beaujolais-Dombes, et vous venez d'écouter Eyes Closed de Ed Sheeran. Aujourd'hui, nous accueillons les orthoptistes qui nous présentent leur profession, la rééducation qui est associée, et on vient de voir les pathologies rencontrées. Pour ce dernier temps d'émission, nous allons parler de prévention. Chez l'enfant, on l'a un peu vu, la prévention est nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous en reparler pour bien contextualiser les choses ? Déjà, on va reparler de notre dépistage qu'on veut systématiser. Oui. Dire que voilà, ça c'est prévenir, c'est guérir. On évite de passer à côté d'une pathologie ophtalmo qu'on verra trop tard. Donc 9 mois, on vient vous voir. 9 mois, bébé de 9 mois, on y va. Et avant le CP. Accès direct. Accès direct. Directement ou chez sur vous. Ordonnance. Ou sur ordonnance. Après, pour le reste des enfants, on va garder des signes d'alerte en tête. L'enfant qui va plisser les yeux, qui va être un peu fatigué en fin de journée, qui va avoir du mal à rentrer dans sa lecture, qui va sauter des lignes,
alors je vais pas aller jusqu'à celui qui va se cogner parce que celui-là il sera déjà venu depuis un moment, mais en effet de l'enfant maladroit qui a du mal même à enfiler des choses quand il est petit, des choses comme ça. Oui, les petits jeux parfois où ils doivent mettre les perles sur un fil, des choses comme ça. Alors, ça peut être de la coordination oculomotrice qui se fait pas bien, mais ça peut être aussi sa vision purement. Et après, quand ils deviennent plus grands, on va reparler des écrans encore une fois. On va dire qu'il faut faire attention, qu'il faut limiter. Alors, on a tous des enfants, on sait tous que c'est pas forcément facile de dire non, tu restes pas devant un écran, mais dire de limiter. De limiter puis de regarder loin. De regarder au loin. De limiter le temps de passage devant un écran, mais comme le temps de passage en vision de près. Tout à l'heure, on parlait de la lecture prolongée ou des personnes qui travaillent en fixation prolongée dans des métiers un peu spécifiques où ils vont rester à 30 cm de ce qu'ils font toute la journée. Donc ça, gardez en tête que tiens, si j'ai mal à la tête le soir, c'est pas parce que j'ai que des migraines. Oui, tout à l'heure, mes yeux qui travaillent pas bien. Entre nous, on parlait des onguloprothésistes. Je crois que c'est très joli. Prothésiste ongulaire. Voilà, c'est ça. Et donc ça peut être un métier qui cause des soucis. On en a beaucoup. On a beaucoup de coiffeurs aussi, des coiffeurs qui font des couleurs toute la journée, très près des cheveux. Des dentistes aussi. Des dentistes. Beaucoup de dentistes qui, en plus, la plupart du temps, travaillent avec une loupe monoculaire. Donc, au terme de vision binoculaire, c'est un petit peu compliqué. Et voilà. Donc, quand on a mal à la tête en fin de journée, c'est pas juste qu'on est migraineux, c'est peut-être les yeux qui travaillent pas bien. Et c'est pas juste les lunettes. Oui, c'est ça. C'est pas parce que les lunettes vont être faites que... Exactement. C'est pas parce que les lunettes font qu'on voit bien que nos yeux travaillent bien ensemble. Et on a parlé des écrans pour les petits, mais c'est aussi valable pour les adultes. Et c'est aussi valable pour les adultes. On limite. Le 20-20-20. Toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes à 20 mètres. Est-ce qu'il existe sur le territoire des numéros gratuits ou pas, mais où on peut chercher de l'info? Il n'y a pas vraiment de numéro. Par contre, on a notre syndicat, le SNAO, le Syndicat National Autonome des Orthoptistes, qui est truffé d'informations. En plus de ça, il y a l'annuaire du coup des orthoptistes qui est dessus. Donc ça permet vraiment d'avoir beaucoup d'informations si on se questionne et après d'appeler son orthoptiste pour avoir encore plus d'informations. D'accord, donc du coup, c'est votre syndicat qui fait le relais de l'information Exactement. de votre profession. C'est ça. Okay. Sur le territoire, il y a beaucoup d'orthoptistes. On est plutôt bien lotis ou ça peut être compliqué? Là, sur le Beaujolais-Dombes, on est pas mal quand même. On est assez nombreux. Je dirais plutôt côté Beaujolais que côté Dombes où elles sont moins nombreuses, on va dire, parce que je crois qu'on n'a pas d'hommes sur le territoire. Oui, il y a que des femmes, non, qui sont orthoptistes. Il y a quelques hommes quand même. Mais non, on est plutôt pas mal lotis et du coup avec des délais qui sont quand même plutôt raisonnables. Santé Beaujolais-Dombes. Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble le métier d'orthoptiste, un professionnel de santé spécialisé dans le dépistage, le bilan et la rééducation de la vision. Nous avons vu à qui s'adresse cette prise en charge, donc aux enfants, avec un dépistage précoce dès 9 mois, puis après 3 ans, 5 et 6 ans. Mais également aux adultes, notamment ceux qui souffrent de fatigue visuelle ou de maux de tête liés aux écrans. Nous avons compris comment se déroule un bilan orthophoniste, à quoi ressemble orthoptiste, excusez-moi, à quoi ressemble, fallait bien que je la fasse en fin d'émission, à quoi ressemblent les séances de rééducation et comment elles sont prises en charge en pluriprofessionnalité aussi, puisqu'on a parlé des orthophonistes. Voilà, là au moins je l'ai casé, ça n'est plus à faire. Si vous avez manqué le début de l'émission, eh bien n'hésitez pas à venir sur le site internet de Radio Calade, de la CPTS Beaujolais-Dombes, et également sur Facebook pour nous réécouter. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Marie, Alexandra. Et ensemble, eh bien, nous allons nous dire même heure, même endroit. Dans un mois. Dans un mois, avec... un sujet surprise. Sujet surprise. Qui découlera du compte-rendu de la réunion. Voilà. C'était ça. Hein. C'était ça. À vous tous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais-Dombes. Calade.